Alexandre refuse toujours de me répondre. Quel stupide entêtement. Il s'en repentira. Je vous renvoie à Pétersbourg, Colincourt. Vous verrez l'empereur Alexandre et vous ferez la paix. Il vous connaît bien. Il refusera de me recevoir. Il sait que le temps travaille pour lui. L'hiver va arriver. Oh, arrêtez avec cet hiver. L'automne est ici plus doux qu'à Fontainebleau. Ne vous y fiez pas, sire. L'hiver arrivera, comme une bombe. Dans l'état où nous sommes, Continuez. il faut rééquiper notre armée. Il nous faut des peaux de mouton, des gants, des bonnets, des bottes fourrées. Enfin, de quoi affronter l'hiver? Je vous écoute. Beaucoup de nos hommes ont déjà péri, entre le Niémen et la Moskowa. Et croyez-moi, tout vous manque. Par exemple, on n'a pas préparé de fer à crampons pour les chevaux. Alors comment feront-ils avec l'artillerie, avec les malades, les blessés? La saison est encore belle, profitons-en. Quittons Moscou. Évacuer Moscou serait s'avouer vaincu. Je comprends vos scrupules à rencontrer Alexandre. Alors que la Russie est si dévastée. Dans ce cas, allez voir Koutousov. Mais il ne cédera rien non plus. Eh bien, j'enverrai l'Oriston et il aura l'honneur d'avoir fait la paix et d'avoir sauvé la couronne de votre ami, Alexandre. Vous pouvez disposer, Colincourt. De capitulation russe, il n'est plus question. En envoyant le marquis de Lauriston négocier avec le général Koutouzov, Napoléon espère avant tout sauver la face et préserver son armée. Comme Caulaincourt avant lui, Lauriston avait été ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. L'empereur, mon maître, aurait voulu traiter Moscou, comme Vienne et Berlin. Mais en y mettant le feu, vos compatriotes ont détruit l'œuvre de plusieurs siècles. Милые дамы, через несколько минут я полностью ваш. Nous n'avons jamais fait la guerre de cette façon. Nos soldats ne sont pas des incendiaires. Malheureusement, le peuple est convaincu du contraire. Pour les Russes, cette guerre est aussi dévastatrice qu'une invasion tatare. Vous ne pouvez pas comparer Napoléon à Gengis Khan. Ah, vous avez raison. Gengis Khan n'a jamais eu l'infamie de transformer nos églises en écuries. Vos paysans font preuve d'une extrême cruauté envers leurs prisonniers. Ils les ébouillantent, les empalent vivants. Leur férocité est contraire aux règles de la guerre générale. Notre armée régulière se montre-t-elle aussi indigne? Non, mais Hélas, je ne peux pas contrôler les moujiks. Il faudrait refaire toute leur éducation. organisons au moins des échanges de prisonniers. L'empereur a le désir sincère de mettre fin à cette querelle entre deux nations si généreuses. Trouvons un compromis. Un compromis? Voulez-vous que je sois maudit par la postérité? Cette guerre ne peut pas se prolonger. Essayons de conclure un armistice. Oh! J'ai interdiction absolue de prononcer ce mot. Par 3 fois, Alexandre refusera d'entrer en négociation. Et de fait, ce sera payant, puisque de guerre lasse, Napoléon, le 19 octobre, sera contraint de sonner le départ. Napoléon n'est pas stupide. Il est capable de calculer les risques militaires. Et il sait très bien ce qui lui arrivera s'il reste à Moscou pendant l'hiver. Que ses chevaux mourront tous, inexorablement. Et il pense aussi, ce qui est peut-être aussi un peu irréaliste, à ce qui pourrait se tramer à Paris si lui, l'empereur, est coupé de la capitale pendant 4 mois, coincé à l'autre bout de l'Europe. Dans sa dernière lettre du Kremlin, l'empereur annonce la retraite et sa décision de faire sauter la forteresse. Mais cette lettre révèle surtout un homme bouleversé. Il est arrivé à Moscou au plus fort de son pouvoir. Il en repart fragilisé. Le début d'un implacable déclin. Personne ne l'avait jamais vu s'exprimer avec tant d'émotion, même lorsqu'il évoquait son amour pour l'impératrice ou pour son fils. Moscou l'a mise à terre. Les hommes de Napoléon se préparent à quitter Moscou. Mémoire du sergent Bourgogne. Parmi nous se trouvait une jeune et jolie personne que l'on disait appartenir à une des premières familles de Moscou. Et qui fit la folie de s'attacher à un de nos officiers supérieurs. Elle fit la folie plus grande encore, de le suivre dans la retraite. Le convoi fatal
Une caravane désordonnée de voitures de toute espèce, regorgeant des plus improbables butins. Bibliothèque entière de beaux livres, tableaux de maître roulés pour la commodité du transport. Malgré le pressentiment des misères qui leur sont réservées, chacun tient à rapporter sa part de trophées. Ainsi que plusieurs livres de sucre, du riz, un peu de biscuits, de la liqueur, en prévision des privations futures. Derrière les combattants, les civils de la Grande Armée, ambulanciers, ingénieurs, forgerons, boulangers, maréchaux ferrants, cantiniers avec femmes et enfants, et qui ont eux aussi tiré profit de l'occupation de Moscou. La présence de ces civils mêlés à l'arrière-garde va se révéler bientôt un terrible handicap. La stratégie de Kutuzov est dans un sens très simple. Il pense que le climat va l'aider à détruire l'armée française. Il sait que ces Cosaques, soutenus par des unités légères de cavalerie, vont forcer l'armée française à rester sur les routes, rendre impossible le ravitaillement, ce qui les condamnera presque tous à la famine. Et ça, c'est probablement le coup de génie de Kutuzov, c'est de l'avoir obligé à reprendre la route de l'Allée. Et d'ailleurs, quelques jours après avoir quitté Moscou, les soldats traversent le champ de bataille de Borodino, où on n'a pas eu le temps de nettoyer. Les vestiges du champ de bataille de la Moskova. On se demande à quoi a servi cette victoire. Cette bataille déjà célèbre par le nombre de ses victimes. Écrit le sergent Bourgogne. À perte de vue, dans une horrible puanteur, des jambes, des bras et des têtes sortaient de terre. Les pluies avaient mis les sépultures à découvert. Rien de plus triste que tous ces morts qui, à peine, avaient conservé une forme humaine, 52 jours après la bataille. Souvenir de Heinrich von Russ, médecin dans la Grande Armée. Partout où l'on campait, ou en chemin, quand les blessés avaient besoin de descendre de voiture ou de refaire leurs pansements, ils étaient abandonnés par des cantiniers cruels, des femmes enrichies et arrogantes ou des frères d'armes sans pitié. J'en vis quelques-uns gémir sur la route et implorer du secours. Comme Armand de Caulaincourt l'avait hélas prédit, l'hiver s'installe sans crier gare début novembre. Les températures descendent sous les moins 20 degrés. Les chevaux, n'ayant pas été ferrés à glace, glissent au moindre mouvement et s'épuisent. Il faut alléger les voitures, les chariots, ce qui oblige la Grande Armée à se délester de son butin. Moscou n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Je pense que la Grande Armée n'était pas préparée à l'hiver, que Napoléon n'avait jamais prévu de mener une campagne d'hiver. Des études ont établi que la combinaison de 3 facteurs, l'épuisement, le stress et le froid, bouleverse le métabolisme des soldats, au point que même s'ils reçoivent l'équivalent de 500 calories par jour, leur corps n'en absorbe qu'une fraction. Les tactiques de harcèlement des Russes combinées aux conditions météo et au rationnement des vivres accéléraient donc le processus de malnutrition, amplifiaient la famine et multipliaient le nombre de ceux qui périssaient de faim. Depuis le début, Napoléon s'attendait à vaincre l'armée russe en 2 mois. C'était toute la logique de sa stratégie, mais il se retrouve entraîné dans une campagne plus longue. Sur le terrain, les hommes sont frigorifiés, affamés. On éventre les chevaux abandonnés. On recueille leur sang. On le fait cuire pour s'en nourrir. Les Russes profitent de la débandade pour fondre sur leur proie. La Grande Armée se disloque, pendant qu'à Paris, le trône vacille. Le 23 octobre, à Paris, dans la nuit, avec quelques hommes, le général Malet se rend à la préfecture, s'empare du ministre de la police, Savary, et le conduit à la prison de la Force. Malet et ses complices se rendent ensuite à l'état-major, place Vendôme, sans rencontrer la moindre résistance. Malet a fait courir le bruit que l'empereur était mort sous les murs de Moscou. Il veut installer un gouvernement provisoire et mettre fin à la guerre. L'image de l'empereur s'est bien dégradée à Paris. Quand Napoléon prend connaissance de cette tentative de coup d'État, il n'a plus qu'une idée en tête. Il me faut rentrer à Paris au plus vite. Je ne peux pas laisser les esprits s'échauffer. Même si cette affaire n'a duré que quelques heures. Il y a toujours des sages pour reprendre l'entreprise des fous. Enfin, vous ne pouvez pas rentrer en France avant votre armée. C'est qu'ils étaient tout près d'aller faire sonner le tocsin à Saint-Roch pour annoncer ma mort. Et personne n'a pensé à désigner Marie-Louise comme régente. J'ai pourtant un fils.
un successeur. Mais ils l'ont oublié, Colincourt. Ils ont oublié le roi de Rome. Pendant que Napoléon songe à rentrer, sur le terrain, l'hécatombe continue. À la mi-novembre, il ne reste que 42 000 hommes encore vaillants sur les 104 000 qui ont quitté Moscou. Les autres, en péri de faim, d'épuisement, de maladie, ont déserté. Figurent parmi les traînards, sont tombés aux mains des détachements cosaques ou sont morts au combat. Smolensk n'est plus très loin. Napoléon espérait passer plus au sud, sur des terres riches qui n'avaient pas été touchées, donc là où il aurait trouvé de quoi s'approvisionner, mais il en sera empêché par l'armée russe qui précisément va le contraindre à reprendre cette fameuse route de Smolensk empruntée à l'allée. Tous espèrent trouver à Smolensk nourriture et fourrage pour les chevaux, grâce aux ponctions réalisées sur les populations locales par les hommes restés sur place. Les survivants pensent que la fin du calvaire est proche. Alors, à Smolensk, Napoléon avait donné des ordres pour qu'il y ait des approvisionnements, pour que les hommes à l'arrivée trouvent de quoi se nourrir. Mais les troupes qu'il a laissées sur place ont commencé à entamer ces réserves, ce qui fait qu'elles seront déjà insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins de cette nouvelle armée sur le retour. Immense déception. Affamée et terriblement affaiblie, la grande armée doit quitter Smolensk. Elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut, et les Cosaques profitent de sa faiblesse pour attaquer les flancs. Ce harcèlement continuel force Napoléon à maintenir ses troupes rescapées sur une route déjà dévastée. Koutouzov, de son côté, avec 80 000 hommes, a entamé la course-poursuite et se rapproche dangereusement des arrières de Napoléon. Il est accompagné au nord par le général Wittgenstein. Avec 40 000 soldats, celui-ci s'apprête à forcer sur le centre de l'armée française. Tandis que le général Tchitchakov termine le dispositif d'encerclement russe et place ses 27 000 hommes et ses 100 canons en aval de la rivière Bérésina. L'étau se resserre, d'autant que Tchitchakov occupe une position clé. Il contrôle le seul et unique passage de la rivière Bérésina, le pont de Borisov. La grande armée s'épuise et se décime un peu plus tous les jours. Mais pour les traînards et ceux qui restent sur place, leur sort est différent. Le vent est coupant comme un rasoir et pénètre jusqu'à la moelle. Le froid glacial rend les membres aussi fragiles que de l'albâtre. Les jointures des pieds et des mains cassent à la moindre torsion, mais sans aucune douleur. Pour s'emparer plus facilement des vêtements de ceux qui périssent, il ne faut pas attendre que les corps soient congelés. Plus d'un se trouve dépouillé avant d'avoir rendu son dernier soupir. Mémoire du sergent Bourgogne. Épuisé par cette marche inhumaine, je quittai les rangs et rejoignis quelques soldats. Il me restait une pomme de terre à manger, par un trait d'égoïsme que je ne me suis jamais pardonné. Je ne voulais pas la partager avec mes amis qui mouraient de faim. Mais ce n'était plus que de la glace. Mes dents glissaient dessus sans pouvoir en détacher un morceau. Une envie terrible de dormir me prit. Mais je savais que m'assoupir serait fatal. Je devais bouger, marcher, rester éveillé. Et je me remis en route. Le blizzard et la nuit ont désorienté Bourgogne. La neige a recouvert ses traces. Il marche ainsi jusqu'à l'aube, à la recherche de son régiment. Il ne sent plus ni ses membres, ni la vermine qui le ronge. Au petit matin, il découvre les restes d'un convoi. L'espoir de trouver des vivres, de quoi subsister encore quelques heures sur cette terre de malheur. Подожди. Не стреляй.
mémoire du sergent Bourgogne. Il faut avoir senti la rage de la faim pour comprendre. L'on mangerait le diable s'il était cuit. La haine se mêlait à la compassion. Mais les soldats russes souffraient aussi de privation. Un prisonnier, c'était une bouche à nourrir. Il fallait faire des choix.